Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la visite commentée et guidée de l'ancienne usine Harley-Davidson de Juneau Avenue à Milwaukee. Alors malheureusement je suis dans mon garage, je ne suis pas dans l'usine, ça commence mal, pour la bonne raison que j'ai oublié de filmer pendant que je visitais cette usine. Donc j'ai fait bien sûr des photos, il y a un tout petit extrait de film que je vous montrerai après, c'est mon ami Franck Margerin qui a filmé ça pendant que on faisait donc ce voyage initiatique ensemble. Et sachez tout d'abord que l'ancienne usine de Juneau Avenue est complètement fermée au public. On ne peut absolument pas la visiter. Elle est de toute façon quasiment vide, hein. Le vieux bâtiment historique est complètement vide. Il y a un bâtiment qui héberge l'Harley-Davidson University, donc l'école de mécanique Harley-Davidson. Et donc c'est, le premier bâtiment qu'on voit quand on arrive donc au 3700 Ouest Junot Avenue. D'ailleurs, le 3700 Ouest, c'est l'adresse précise de ce bâtiment, carré, celui qui a donc un gros réservoir d'eau sur le toit et qui a été construit donc, aux alentours de 1918. Donc en 1918, on a donc, ajouter ce bâtiment à celui qui était déjà existant et qui, lui, a été construit entre 1911 et 1914. Enfin, il a été agrandi à partir de 1911 parce qu'il existait déjà avant. Et j'ai eu donc, si vous voulez, la chance de pouvoir visiter toutes ces structures, hein, de tous ces bâtiments, avec un des employés de chez Harley-Davidson qui dirige justement la Harley-Davidson University. Alors, je lui ai été envoyé par Bill Jackson et Tim McCormick, hein, qui travaillent aux archives. Donc, il savait pas du tout qui j'étais. Il avait une petite feuille photocopiée avec la photo des 4 fondateurs de la marque Harley-Davidson et il commence à m'expliquer un petit peu l'historique, enfin dans les grandes lignes. Donc j'étais poli, j'ai écouté et puis il y a eu un moment où, j'ai voulu lui faire comprendre qu'il perdait un petit peu son temps. C'était pas la peine de tout m'expliquer depuis le début et notamment quand on a traversé la rue, donc il y a, un boulevard qui s'appelle Highland Boulevard et il m'explique que c'était là que se trouvait donc la petite cabane Harley de 1903-1904. Elle est donc pas sur le terrain d'Harley-Davidson, elle est sur le terrain d'en face qui appartient à la brasserie Miller et donc il commence à me dire, oui, que Arthur Davidson, que William Sylvester Harley, n'ont pas travaillé tout seuls, ils n'ont pas fait de miracle non plus, juste à eux 2 dans cette petite cabane. Ils se sont fait aider et c'est là que je lui sors le nom de Henry Melk. Il me dit: «Ah, tu as entendu parler de Henry Melk?» Je lui dis: «Bah oui, je sais qu'il avait sa maison un peu plus loin sur Chambers, Street, qu'il avait un tour» et que il m'a dit: «Bon d'accord, bon, en gros, tu connais l'histoire, donc c'est pas la peine qu'on perde trop de temps avec ça». Il m'a dit: «Allez viens, on va directement aller dans l'usine et je vais te montrer ce qui t'intéresse» et c'est vraiment là que ça commençait à devenir, super intéressant parce que tout d'abord, il me montre donc l'ancien bâtiment, donc celui qui a été agrandi donc entre 1911-1914 pour atteindre ensuite une hauteur de 6 étages, hein, sachant qu'on compte aussi le rez-de-chaussée aux États-Unis comme étant un étage. Donc, il y a 6 étages, en partie, hein. Il y a aussi une autre partie du bâtiment qui est un petit peu moins haute, hein, qui a un niveau de moins. Le trottoir est un petit peu en pente et donc ça explique que justement la fameuse photo que je vais vous montrer là à l'écran avec les 4 fondateurs qui posent donc devant l'usine, a été prise à un endroit de l'usine où maintenant les ouvertures ont été murées. Voilà, on voit à peu près donc dans la brique, là je vous montre cette photo, on voit à peu près l'endroit où les ouvertures de la photo donc des années 1912-13 hein, ont été murées. Ils ont fait vraiment énormément de recherches, hein. Les gens des archives sont quand même assez formidables parce que ils vont agrandir les photos au maximum, ils vont se rendre sur les lieux et ils vont comparer tout simplement les briques, le mortier qu'il y a entre les briques. Enfin voilà, ils arrivent à trouver des indices qui leur permettent de retrouver les endroits exacts où ont été prises différentes photos. Donc voilà, on se trouve donc devant l'usine avec ces morceaux de briques. Quand je longe l'usine, je me rends compte qu'il y a vraiment des vieilles briques qui sont en très mauvais état, hein, avec le chaud, le froid. Il fait très froid à Milwaukee en hiver, il peut faire très chaud. Cet été, il a fait très chaud. Donc, je ne sais pas si ce sont les seuls paramètres qui
comment dire, qui implique donc le mauvais état de certaines briques, mais en tout cas, en se baladant le long du bâtiment, on trouve plein de fragments de briques par terre. D'ailleurs, attendez, je passe juste derrière la caméra pour vous montrer ceci. Donc j'ai ramassé des morceaux de briques devant ce monsieur de chez Harley-Davidson, hein. Je lui ai dit: «Bah, attendez, ça c'est par terre», donc je ramasse et je me suis fait un petit cadre, voilà, je vous le montre ici, avec des petits fragments de briques, voilà. Donc je le pose ici. Ça, c'est mon petit côté fétichiste, vous savez. Et donc, on rentre dans ce bâtiment donc historique de Junot Avenue, donc le plus ancien. Je vous parle de celui qui a été achevé donc en 1914. Et on commence à se promener, à monter dans les étages. Et là, ce monsieur dont j'ai complètement oublié le prénom commence à nous montrer différents endroits, donc les bureaux, mais aussi des photos de ce que c'était avant. Donc la chaîne d'assemblage, on voit un moment, comment dire, l'endroit précis où a été prise la photo très très célèbre des 4 fondateurs autour du premier Knucklehead. Donc le premier Knucklehead 1936, la photo a été prise en 1935. Et donc il me dit, voilà, c'est exactement là, entre le pilier A23 et le B23, qu'il y avait la chaîne d'assemblage, et c'est là qu'est sorti le premier Knucklehead, et c'est là qu'a été fait la photo. Donc je vous montre là à l'écran les 2 photos avant-après, et vous allez voir qu'on est vraiment pile au même endroit. Il y a ensuite d'autres choses. Il y a le styling department d'Harley-Davidson, donc qui a été créé en 1963 par et pour Willie G. Davidson, se trouvait vraiment dans la pointe du bâtiment, vraiment dans un des angles du bâtiment. Donc il y a encore quelques photos pour rappeler l'endroit précis où ça se trouvait. En 1913, ils ont construit sur le toit de ce bâtiment de Junot Avenue un studio photo avec de géantes baies vitrées qui donnaient donc plein nord, et on disait que c'était le meilleur studio photo à l'ouest de New York. Voilà, donc c'était un studio qui était bien sûr destiné à faire des photos des motos et des pièces détachées. On se promène donc comme ça dans tous les étages du bâtiment, donc de l'ancien bâtiment de Junot Avenue. Et donc notre guide nous explique que, bien sûr, il est complètement à l'abandon, hein. Même les petits box là de open space ont été installés là par la suite, hein. C'était vraiment pour faire illusion, parce qu'il y a une époque où on pouvait visiter ça, ou alors en tout cas lors de certaines journées portes ouvertes ou certaines manifestations, certains anniversaires Harley, ça peut être ponctuellement ouvert au public, mais de manière exceptionnelle. Et on redescend donc au rez-de-chaussée. Là, il y a toute une galerie avec des plans d'époque, des blueprints, donc tous les plans architecturaux qui sont exposés dans des cadres. Et il nous dit ensuite, bon, bah, écoutez, là, je vais vous montrer un truc. Alors là, cette fois-ci, personne qui ne travaille pas chez Harley-Davidson n'a l'occasion de descendre vraiment dans les sous-sols. Donc on emprunte un vieil escalier en colimaçon, donc un vieil escalier en fonte que je vous montre là à l'écran, et qui est encore vraiment d'époque, hein, qui date vraiment des années 1911, 1912. Et on descend au sous-sol. Alors le sous-sol, il est pas très romantique, hein. Il y a vraiment toute une série de tuyauteries, de câbles, de choses comme ça. Et donc on avance dans le sous-sol, et là il me dit, bah, écoutez, je vais vous montrer maintenant quelque chose pareil que tout le monde ignore. C'est le passage souterrain qui va donc de l'ancienne usine à la seconde usine, qui est un peu plus récente. Alors aujourd'hui, entre ces 2 bâtiments, il y a une passerelle. Donc la passerelle, elle a été construite bien bien après, hein, je crois pendant les années 80, mais cette passerelle n'existait pas donc au début du XXe siècle. Donc on empruntait le souterrain. Sauf que le souterrain, il est large, il doit faire moins d'1 mètre de large, hein. Là, je vous montre le film, là maintenant à l'écran. Voilà, alors ce souterrain est tellement étroit qu'à l'époque, on employait des gamins, des collégiens qui arrondissaient leur fin de mois en allant travailler chez Harley-Davidson, et ils passaient leur journée à faire la navette
entre les 2 bâtiments pour faire les messagers, tout simplement, les coursiers. Donc ils apportaient, des courriers, des lettres, des petits paquets, des choses comme ça entre un bâtiment et l'autre, et c'était bien pratique parce qu'en hiver, quand il neigeait dehors, ils n'avaient pas besoin de sortir se mouiller ou se geler. Alors, on arrive ensuite dans le second bâtiment. Donc le second bâtiment, lui, c'est donc celui qui porte l'adresse du 3700 Ouest Junot Avenue. Il a été construit en 1918 et il y a donc non seulement le bâtiment carré, mais il y a juste à côté un autre bâtiment qui ressemble vraiment à une usine classique avec les six toits en dents de scie. Donc les toits en dents de scie, c'était vraiment ce qu'on trouvait de manière classique dans toutes les usines au début du XXe siècle. Ça avait pour vocation tout simplement de faire rentrer de la lumière naturelle sur l'espace de travail. Et ces baies vitrées donnaient toujours côté nord pour avoir une lumière constante donc tout au long de la journée. Et donc là aussi, il y a donc ces 6 toits en dents de scie qui donnent côté nord. Donc je vous montre les plans d'époque et les bâtiments. Ça, c'est pas une photo que j'ai faite moi, ça vient de Google Earth ou Google Street View, je sais plus. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on appelait le automatic shop. Donc c'était vraiment dans cette partie qu'il y avait les grosses machines-outils qu'on appelait automatiques à l'époque, hein. Ça n'avait rien à voir avec la robotisation d'aujourd'hui, mais il y avait donc déjà des machines électriques à emboutir, à découper, à tourner, à usiner, et toutes ces choses-là, quoi. On arrive donc dans un gros ascenseur industriel qui nous remonte donc du sous-sol jusqu'au premier étage. Et là, on arrive dans ce qui est l'Harley-Davidson University, donc l'école de mécanique, où il y a encore des motos qui seraient dignes de figurer dans le musée. Il y a par exemple le Softail qui a tourné, qui a servi au tournage d'un des derniers volets d'Indiana Jones. Je sais plus lequel, je me suis un peu perdu avec tous ces films. Donc voilà, en tout cas, c'était une moto soi-disant des années 50, mais qui était en fait un modèle beaucoup plus récent, un twin cam. Il y a à côté aussi un autre Softail qui a tourné dans un des films de Captain America. Et on trouve aussi des motos anciennes. Il y avait donc une Harley découpée, je ne sais plus si c'était pas un Sturgis, découpée dans tous les sens pour qu'on puisse voir les entrailles, donc les dessous de la moto. Il y a un autre atelier dans lequel on répare et on entretient les motos de la police de Milwaukee. Et puis ensuite, toute une galerie avec des moteurs, toute la collection de moteurs du plus ancien au plus récent, avant de sortir de là. Donc ça, ce sont vraiment des locaux qui sont destinés non pas aux visiteurs et aux touristes, mais une fois encore, uniquement aux étudiants donc, qui apprennent la mécanique Harley-Davidson, donc dans cette Harley-Davidson University. Alors voilà pour l'usine Harley-Davidson. Je vous ai fait une autre vidéo dans laquelle je vous parlais donc de Springfield, donc la capitale, le berceau d'Indian, de la marque Indian entre 1901 et 1953. Donc à la fin de cette vidéo, je vous montrais donc l'ancienne usine qui maintenant est divisée en appartements. Je vous disais d'ailleurs une bêtise parce qu'un des résidents m'a dit qu'il y avait 500 appartements. Je suis retourné le lendemain et j'ai vu le promoteur, donc l'architecte en chef, qui était aussi promoteur, qui s'est chargé de toute la réfection de cette usine. Et il m'a emmené dans son bureau, et puis on a compté carrément, il avait un document, il m'a dit non, non, il n'y a pas 500 appartements. Il m'a dit, alors il y en a tant et tant dans ce bâtiment-là, il y en a un. Il m'a dit, bon, ça fait 199. Bon, enfin, malgré tout, c'est quand même un beau boulot qu'ils ont fait. Il m'a dit d'ailleurs que ils ont dû remplacer certaines briques parce qu'il y avait une partie donc de cette usine indienne où on déversait de l'huile, mais alors on la déversait carrément derrière les établis, mais des hectolitres d'huile, ce qui fait que certaines briques étaient complètement imbibées d'huile. Et pour des raisons évidentes, hein, pour loger enfin, des familles, on ne pouvait pas laisser donc toutes ces vieilles briques imbibées d'huile. Donc ils ont remplacé soit les briques imbibées d'huile, soit des briques qui étaient en mauvais état. Et là, ce monsieur me permet de visiter donc les sous-sols, enfin une partie réservée donc comment dire, aux agents d'entretien, à tous les gens qui bricolent donc dans cette grande résidence. Et là, par contre, ça n'a pas été restauré du tout.
Donc je me suis retrouvé vraiment dans des parties de l'usine avec les vieux parquets en bois d'époque, avec, les vieilles portes, les vieux interrupteurs, les murs de briques, les poutres. Il y avait même une poutrelle d'acier que je vous montre là à l'écran, sur laquelle on pouvait encore lire Indian Motorcycle Building. Et un moment par terre, bah, je vois une pile de vieilles briques qui ont été remplacées. Donc je demande à ce monsieur si je peux en récupérer une. Alors comme si j'étais pas déjà assez chargé dans ma valise. Donc voilà une autre brique. J'en avais déjà une ici. Attendez, oh, je vais bientôt pouvoir reconstituer l'usine Indian. Donc j'en avais déjà une ici qui m'avait été envoyée par un copain américain et qui lui l'a récupéré donc dans le vieux bâtiment, pareil, le bâtiment le plus historique d'Indian qui a été démoli en 1985. Ben voilà, maintenant j'ai une deuxième brique qui vient du bâtiment qui existe encore, mais dont certaines briques ont tout simplement été remplacées. Donc voilà, je vous montre donc quelques photos de l'intérieur de cette usine. Et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Malheureusement, j'ai vraiment, comme je vous disais, j'ai pas pensé vraiment à filmer. C'était un petit peu compliqué ce voyage parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de moments où on n'avait pas envie de faire trop perdre de temps aux gens qui nous recevaient. Et donc, je faisais aussi bien des photos avec mon téléphone qu'avec un appareil photo Sony, enfin un véritable appareil photo, pour le projet que j'ai justement avec Franck Margerin. Donc, on va faire quelque chose avec ses photos et avec ses dessins. Mais pour l'instant, je vous en dis pas plus. Et donc, j'ai essayé de filmer. J'ai ramené quand même une bonne dizaine ou une douzaine de films de ce voyage. Et voilà, donc j'en ai encore un à vous montrer, mais qui sera à peu près bricolé comme la vidéo d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais être là dans mon garage, je vais vous parler d'un truc, et puis malheureusement, il y aura pas, ça sera pas filmé du début à la fin. Bon, vous verrez ça. Bon, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça se fait là en dessous, là quelque part. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, salut, ciao.